pense que ces avions ultra performants, effectivement, risquent de remettre en cause, s'ils sont fournis à l'Arabie Saoudite, ce que l'on appelle la supériorité qualitative d'Israël. Les États-Unis sont légalement obligés, la loi américaine, il y a eu une loi du Congrès qui engage les différents gouvernements américains à respecter la supériorité technologique et qualitative de l'armée israélienne dans la région. Et la fourniture de ces avions de chasse ultra performants à l'Arabie Saoudite remettra en cause partiellement cette supériorité israélienne. N'oublions pas qu'au bout du compte, en dépit des discussions sur la normalisation, en dépit de certains intérêts communs, en dépit de l'animosité commune vis-à-vis de l'Iran, l'Arabie Saoudite reste un pays arabe et ça n'est pas un pays allié. Nous ne sommes pas en Europe de l'Ouest. Et donc, je pense que ces informations sur les exigences de MBS sont effectivement assez inquiétantes. Même si à la clé il y a une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Il faut bien comprendre la différence entre des avions de chasse ultra performants qui sont quelque chose de très concret et une normalisation qui est en réalité quelque chose sur le papier, puisqu'il faut bien comprendre que je ne minimise pas la valeur symbolique d'une normalisation avec l'Arabie Saoudite, mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins tangible qu'une avancée technologique et militaire que serait celle de l'Arabie Saoudite après la fourniture de ces avions de chasse américains. Cette normalisation ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Elle est importante symboliquement, mais elle ne change rien au fait que, dans les faits et en coulisses, il y a déjà une coopération sécuritaire et économique entre l'Arabie Saoudite et Israël. Et encore une fois, oui, cette normalisation a une valeur symbolique importante. Ce serait, je dirais, d'une certaine manière, le couronnement de la victoire israélienne après le 7 octobre, puisque je rappelle que l'une des motivations de Sinwar, c'était justement de briser la dynamique de normalisation. Donc ce serait une victoire symbolique importante, mais cette victoire symbolique, pour importante qu'elle fût, ne doit pas être atteinte à n'importe quel prix. Il y a aussi, en dehors des F-35, il y a aussi cette idée, cette exigence saoudienne de développer un programme nucléaire civil grâce à l'aide des Américains. C'est plus important, plus inquiétant que les F-35 ? Alors cela aussi c'est inquiétant, puisque l'Arabie Saoudite étant le premier producteur du monde le plus grand vendeur du monde de pétrole, on se demande effectivement en quoi est-ce que l'Arabie Saoudite a besoin de sources alternatives d'énergie, si ce n'est pour des raisons de transition énergétique. Mais il est évident que tout programme nucléaire civil a un potentiel militaire et que du point de vue de MBS, il a beaucoup d'exigences. Et je crois que cela fait partie effectivement de ces exigences, les F-35, le programme nucléaire civil. Je crois qu'il est très gourmand et que le président Trump, dans sa rencontre mardi, va devoir le ramener un peu à la réalité. En tout cas, il faut espérer qu'il le fera. Oui, c'est ça, parce qu'il faut espérer, parce qu'on a le sentiment aussi que Donald Trump, lui, on va dire, surfe sur cette vague et semble vouloir, dans sa volonté, on va dire, de redessiner le Moyen-Orient et les relations de force entre les différentes puissances au sein du Moyen-Orient, de les redessiner à sa manière, et on a le sentiment qu'il il veut satisfaire les Saoudiens pour apaiser, on va dire, le Proche-Orient, pour permettre aux Saoudiens de chapeauter d'une certaine manière peut-être aussi la reconstruction de la bande de Gaza. Tout cela est lié, n'est-ce pas ? Oui, alors on sait que le président Trump a de très bonnes relations avec MBS. Il y avait eu cette visite importante au début de son mandat en Arabie Saoudite, mais également aux Émirats Arabes Unis et au Bahreïn. Donc, du point de vue du président américain, il considère l'Arabie Saoudite comme un partenaire très important. Ce qui, entre parenthèses, n'est pas nouveau. Il y avait déjà eu cette controverse entre Israël et les États-Unis sous l'administration Reagan. Je vous le rappelle, lorsque l'administration Reagan également, à l'époque, s'était engagée à vendre des avions de chasse à l'Arabie Saoudite, où Israël et les PAC s'y étaient opposés. Donc ce scénario n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est effectivement que dans le cadre de cette normalisation élargie dont on parle, eh bien, MBS place la barre très haut et qu'il semble que Donald Trump ne soit pas très enclin à vouloir le ramener à la réalité. Et là, la véritable question qui va se poser pour Israël,
c'est finalement, dans ce cadre-là, eh bien, quelle sera la valeur d'une normalisation, si normalisation il y a, qui seront les pays arabes et musulmans de la région qui joueront un rôle majeur dans le futur de la bande de Gaza. Et là, il est clair qu'il y a de nombreux points d'interrogation encore pour Israël. Alors, justement, ça nous amène à la deuxième, le deuxième développement important qui doit intervenir cette semaine, c'est ce dépôt d'une résolution américaine devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Là aussi, on a le sentiment que Donald Trump, d'une certaine manière, va dans le sens des Saoudiens en sous-entendant, parce que c'est pas très clair dans la résolution, on ne la connaît pas encore dans les détails, mais ce n'est pas très clair, en sous-entendant la possibilité d'offrir une perspective, un horizon de négociation sur la voie d'un Proche-Orient prospère qui pourrait sous-entendre, on va dire, la création d'un État palestinien. D'abord, est-ce que vous pensez que les Saoudiens veulent un État palestinien aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que Donald Trump croit encore à la possibilité d'un État palestinien? Et est-ce qu'Israël a de raisons d'être inquiet? Alors, je pense que du point de vue d'abord de l'Arabie saoudite, comme la plupart des pays arabes, a une position que l'on pourrait qualifier de façon un peu crue d'hypocrite sur le dossier palestinien, puisque les pays arabes savent très bien qu'un tel État serait une source d'instabilité supplémentaire dans la région. Ils savent très bien qu'il ne sera pas viable. Ils savent très bien que cette soi-disant cause palestinienne a été inventée uniquement pour lutter pour Israël. Donc, ils ne sont pas dupes d'eux-mêmes. D'un autre côté, après avoir développé ce dossier, ce projet depuis de nombreuses décennies, il aurait difficile de complètement faire abstraction vis-à-vis de ce que l'on appelle la rue arabe. Donc, mon analyse, c'est que l'Arabie saoudite, comme le reste des pays arabes, utilise ce dossier comme moyen de pression, sans véritablement être favorable à l'établissement d'un 22e État arabe, dont ils savent très bien qu'il sera un État défaillant et une source d'instabilité. En ce qui concerne l'administration Trump, je pense qu'il y a suffisamment de personnes raisonnables et sensées dans cette administration qui comprennent le Proche-Orient pour savoir que l'établissement d'un tel État non seulement ne contribuera pas à la résolution du conflit, mais ne fera que l'aggraver. La question est de savoir aujourd'hui quels sont les rapports de force au sein de l'administration Trump et quelle est la position du président lui-même, s'il a une position claire sur ce sujet. Alors, est-ce que il y a une question, et je lis par rapport à un article, un éditorial ce matin dans la presse israélienne qui dit on est en train de donner la priorité, de laisser faire ce qui se passe dans la bande de Gaza à la Turquie, au Qatar qui achemine de l'aide humanitaire par quantité, et cela au détriment, on va dire, des alliés de l'autorité palestinienne. Pourquoi? Parce que Benyamin Netanyahou continue à persister dans son refus de négocier avec l'autorité palestinienne. Vous pensez que c'est une erreur aujourd'hui, surtout après le 7 octobre, c'est une erreur on va dire, de diplomatie ou de stratégie diplomatique de ne pas favoriser l'autorité palestinienne, parce que derrière l'autorité palestinienne, il y a les Émirats, il y a l'Arabie saoudite justement, et cela pourrait damer le pion au Qatar et à la Turquie qui sont de plus en plus présents dans la bande de Gaza aujourd'hui. Vous savez, l'autorité palestinienne aujourd'hui est une fiction. Mahmoud Abbas a 90 ans, il est illégitime, l'autorité elle-même ne fonctionne pas, ou fonctionne très mal, la corruption est endémique, et donc l'autorité palestinienne aujourd'hui, il faut bien dire la vérité, est une fiction. Et la question est de savoir, finalement, aujourd'hui, quel sera le gouvernement qui pourrait se mettre en place dans l'après-Abbas, parce que, encore une fois, Abbas, vu son âge et sa santé, se posera la question de son remplacement et se posera la question, effectivement, du fonctionnement d'une telle autorité palestinienne dans l'ère de l'après-Abbas. En ce qui concerne la bande de Gaza, je pense que c'est clair que toute politique qui permettrait au Qatar et évidemment à la Turquie d'Erdogan d'être des acteurs centraux dans la bande de Gaza serait une erreur. Ce serait revenir à l'avant 7 octobre. Il est évident qu'il s'agit de pays dont les gouvernements soutiennent les frères musulmans, qui est un mouvement
très dangereux. On a vu les résultats de cette politique avec le 7 octobre. Donc je pense que de toutes les manières, quel que soit le futur de l'autorité palestinienne, il faut tout faire pour limiter au minimum l'influence turque et qatari dans la bande de Gaza. Et oui, mais alors limiter l'influence turque, c'est donner, on va dire, plus de gages aux Saoudiens, plus de gages aux Émirats. Et si eux veulent promouvoir l'autorité palestinienne, peut-être de lâcher du lest sur cette autorité palestinienne, même uniquement pour des raisons, on va dire, de calcul tactique, là. Mais comme je l'ai dit, l'autorité palestinienne est une entité fictive. Et puis oui. Déjà que dans les territoires A et B de Judée-Samarie, elle fonctionne de façon très partielle. Vous imaginez dans la bande de Gaza, elle s'est déjà faite écarter de façon violente par le Hamas en 2007. Donc on ne voit pas aujourd'hui comment cette autorité palestinienne vacillante pourrait imposer son autorité dans la bande de Gaza. Ça ne me paraît pas. Tout simplement, peut-être tout simplement en permettant à l'Arabie Saoudite et aux Émirats en particulier de mettre un pied plus massivement dans la bande de Gaza, parce que pour l'instant, on a le sentiment qu'ils sont, on va dire, freinés par la présence des Turcs et des Qataris. Oui, certes, encore une fois, bien sûr que l'influence des Émirats est préférable, mais pas forcément par le biais de cette autorité palestinienne vacillante. Alors quelle autre option a-t-on ? Créer une administration technocratique. Et puis n'oubliez pas la possibilité, on peut effectivement diviser pour mieux régner entre Gaza et la Cisjordanie, sans que ce soit le Qatar et les Turcs et le Hamas qui règnent à Gaza. Alors évidemment, le Hamas malheureusement n'a toujours pas été désarmé. Et cela pose effectivement la question du futur de la gouvernance dans ce territoire. Une dernière question, Emmanuel, sur les autres fronts dont on parle ces derniers jours. Ce sont des fronts qui étaient considérés comme des fronts où Israël a remporté une victoire très nette, le Liban et l'Iran. Et on voit que finalement, des deux côtés, on voit que le Hezbollah se réarme, redevient de plus en plus puissant et de plus en plus menaçant. Et de l'autre côté, l'Iran aussi décide même peut-être de mettre de côté un peu son programme nucléaire pour promouvoir son programme de missiles balistiques, parce qu'on a vu que ces missiles causaient des dégâts malgré tout pendant la guerre des 12 jours. On a des raisons de s'inquiéter. Vous pensez qu'on va vers un nouveau round de confrontation entre le Hezbollah et Israël, ou l'Iran et Israël? Il faut bien comprendre qu'en dépit des acquis et des victoires très importantes d'Israël dans cette guerre, nous ne sommes pas les États-Unis ou l'Union soviétique en mai 1945. Nos ennemis sont toujours en place, le régime iranien est toujours en place, son idéologie d'extermination d'Israël, évidemment, est toujours en place. Et donc, il faut bien être réaliste et comprendre qu'en dépit des acquis qui sont importants d'Israël dans cette guerre, eh bien, nous ne pourrons pas nous reposer sur nos lauriers et penser que tout est terminé. Tout n'est pas terminé. La guerre, le combat n'est pas terminé du tout. Il est clair que la République islamique iranienne va tout essayer pour essayer de reconstruire son axe d'agression contre Israël. Il faut rester vigilant, actif, et s'assurer que dès que nos ennemis remontent la tête, eh bien, il faut absolument agir immédiatement et surtout ne pas se reposer sur nos lauriers. Nous sommes dans une région dangereuse, violente, avec des mouvements idéologiques qui veulent notre élimination. Il faut rester sur nos gardes et ne pas penser que la page a été complètement tournée. Eh bien, professeur Emmanuel Lavaude, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur Radio Qualité, en particulier sur ce dossier de l'Arabie Saoudite qui est le plus urgent, on va dire, qui va être développé cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation, Shabbat Tov, à bientôt. Shabbat Tov. Voilà.